Je peux vous dire qu'on a travaillé sur la préparation olympique de l'équipe de France de natation. Les datas qu'ils nous demandent, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous demande dans le monde du rugby ou dans le monde du football. Quand Kélian me dit qu'il a commencé sans la vidéo et sans les GPS, aujourd'hui au rugby, c'est vrai que je dirais qu'on ne peut pas vivre sans. Ça devient presque aussi important que ce qu'on fait en match. L'enjeu, c'est juste la performance. Si ça peut, l'outil il peut nous améliorer, être un peu mieux, on ne va pas s'en priver. Un des enjeux importants qu'on a au niveau du sponsoring, ça va être le retour sur investissement. Et rebonjour. On est en cours de cette quatrième journée de la mêlée numérique édition des 25 ans. Donc beaucoup de monde encore aujourd'hui sur tous les sujets. Et là, on est dans le thème du sport connecté. Et on a la chance d'avoir une très belle table ronde animée par Frédéric Delage, qui est responsable du groupe Sport Connecté à la mêlée. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir celui qui fut le parrain de la mêlée dès ses origines. Alors, pas mal de jeunes dans la salle, vous connaissez Romain ou Théo. Mais l'original, c'est lui, c'est Émile Ntamak, grand champion. Bonjour à tous. Il a parrainé la mêlée. Alors peut-être qu'il n'avait pas compris au début quand on a dit mêlée, il pensait que c'était vraiment du rugby, mais je crois qu'il a compris. Hein, ouais. Voilà. Un grand merci encore à toi, Émile, pour être là. Tu peux pas être là ce soir, mais c'est super déjà d'être venu parmi nous. Avec grand plaisir. Et il a raison, voilà. C'était tout à un début et l'original, c'est bien, ouais, ça me plaît. Ça c'est. Ouais. Je reprends un petit peu de pouvoir parce que généralement, t'es le papa de Romain et Théo. J'ai joué un peu au rugby avant quand même, mais ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, parfait, merci beaucoup. Écoutez, pour ouvrir cette table ronde, ce que je vous propose, messieurs, si vous acceptez, c'est de vous présenter, dire quelles sont vos activités actuelles. Voilà, si on peut commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Yvan Rayac, je suis joueur professionnel à l'USM Sapiac à Montauban. Et voilà, à côté, je termine un master de data analyst. Merci. Donc bonjour, moi c'est Émile Ntamak, le père de Romain et de Théo. Ancien joueur de rugby professionnel à Toulouse et en équipe de France, entraîneur aussi de l'équipe de France et des joueurs d'équipe professionnelle, et puis depuis une dizaine d'années, manager de la formation au Stade Toulousain, et notamment sur l'académie, c'est-à-dire l'export de la culture Stade Toulousain un petit peu en dehors de nos frontières. Et bonjour à tous, moi Kélian Galetier, alors pareil, ancien rugbyman professionnel depuis cet été, tout jeune retraité. Je suis passé par Montpellier, rugby, l'USAP, Perpignan. Je finis à Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. J'ai eu quelques sélections d'équipe de France, mais pas à la hauteur d'Émile quand même. Puis j'ai passé un master de commerce et je suis lancé dans l'entrepreneuriat en suivant quelques boîtes, notamment le Factory, dans lequel je suis associé pour ceux qui étaient sur la session d'avant. Et j'ai fondé une société, la Musée de Service, qui fait des équipements de stockage, multiservices pour le vélo dans le secteur du tourisme. Bonjour à tous, donc moi je suis Xavier Doumerc, je travaille au Toulouse Olympique 13, donc c'est un club emblématique sur la place toulousaine. Je l'ai rejoint depuis peu, avant ça j'ai travaillé essentiellement dans l'événementiel sportif. Je connais bien aussi la Maison Rouge et Noir pour y avoir passé 8 saisons entre 2009 et 2017. Et donc, je m'occupe du développement au sein du Théo, au sein duquel on a pas mal de sujets qui concernent notamment les points qu'on va aborder aujourd'hui. Moi, par contre, alors j'ai pas joué au rugby, hein, je précise. Il y a une belle assemblée de rugbyman, mais l'idée, c'est de mettre aussi en avant le Théo 13. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Je suis Christophe Carniel, cofondateur et président de la société Vogo. Alors Vogo, nous, on est une Sportech. On développe des solutions de replay vidéo et de communication audio dans le sport. Elles ont pour effet d'agir dans le domaine de l'arbitrage. Je suis sûr que vous connaissez la VAR, ça s'appelle le TMO dans le rugby. C'est nous qui sont un des acteurs qui fournit les logiciels. Vous voyez aussi des arbitres avec des micros. Voilà, on leur fournit un petit boîtier qui a la particularité d'effacer l'ambiance du public pour qu'ils communiquent clairement. Voilà, donc on a notre siège en Occitanie, même si on fait plus de 80% de notre chiffre à l'international. Impeccable, merci messieurs. La première thématique dont on va pouvoir discuter cet après-midi, c'est la data au service des athlètes.
au sens large, et donc vraiment tout ce qui est lié à la performance et aussi au bien-être des athlètes. Donc la première question que j'aurais, c'est pour Kélian. En fait, dans votre carrière de joueur pro, comment en fait vous avez utilisé individuellement ou avec votre équipe la data au service de l'amélioration de vos performances? Alors, moi, je suis une génération. J'ai été dans la transition, l'apport de la technologie, je pense, puisque j'ai commencé. Il y a deux grandes notions, on va dire. Il y a tout ce qui va être sur la vidéo et la partie GPS que moi je peux identifier aujourd'hui que j'ai vécu. Et sur le début de ma carrière, il y avait l'utilisation de la vidéo, mais pas poussée, et l'arrivée des GPS. Et pour dire, on s'entraînait même sans, on jouait sans. On a commencé sur les années 2010 à s'entraîner. On était 4, je crois, à porter le GPS aux entraînements en match sur un effectif de 30 ou 40. Et petit à petit, on a progressé. On a fini avec une utilisation du GPS entraînement match, tous, avec nos données qu'on référençait sur des multiples données. Et c'était indispensable sur le calcul des entraînements, sur la quantité, sur l'intensité. Et ça a pris une part tellement importante sur la préparation à l'entraînement et au match. Et c'est presque, en 15 ans, j'ai vu cette évolution, et c'est presque, on se demande comment on a fait avant, mais c'est parce que c'est devenu indispensable aujourd'hui. Et pareil avec la vidéo, pour l'anecdote, on filmait les matchs, on avait des retours, et selon déjà les entraîneurs que j'ai eus, c'était plus ou moins utilisé différemment, plus ou moins pertinent. Et par exemple, sur l'histoire, c'est les entraînements, filmer les entraînements. Moi, je sais qu'on ne le faisait pas, et c'est arrivé en 2015, là où j'étais à Montpellier, et presque les joueurs l'ont perçu comme de l'espionnage. On était là, dit, mais pourquoi on nous filme? Pourquoi on nous filme à l'entraînement? On ne comprenait pas cette notion ça n'avait pas de justification. En match, on pouvait comprendre, mais à l'entraînement, c'était complètement fou. Et quand je me dis que 10 ans après, on est filmé par un drone, par 3 caméras, tout est analysé, le retour, et on fait de la vidéo quasiment pas que, mais beaucoup sur les entraînements, sur des retours entraînements, chose qui n'existait pas quand j'ai commencé. Donc il y a une perception qui est très intéressante sur cette arrivée de la technologie sur le calcul des data. Merci, parfait. Yvan, vous êtes toujours joueur pro actuellement, et vous êtes aussi en reconversion professionnelle pour devenir business analyst. Vous, la data, comment vous l'utilisez dans vos 2 carrières professionnelles en fait? Alors, j'ai 30 ans, mais je viens de prendre un gros coup de jeune quand Kélian me dit qu'il a commencé sans la vidéo et sans les GPS. Aujourd'hui, au rugby, c'est vrai que je dirais qu'on ne peut pas vivre sans. Ça devient presque aussi important que ce qu'on fait en match. C'est vrai qu'après chaque match, on regarde nos données GPS. On sait sur un match si on a fait un bon match ou pas, mais ça aide aussi à savoir combien de kilomètres on a couru, la vitesse à laquelle on est allé. Et qui plus est, aujourd'hui, il y a le protège-dents connecté qui arrive, où c'est un protège-dents qu'on porte à chaque entraînement, qui analyse comment on serre les dents. Et en fait, en match, quand on prend un trop gros choc, on serre les dents un peu plus fort, et du coup, ça détecte une commotion ou pas. Donc il y a cette donnée-là, en plus du GPS et de la vidéo qui entre en jeu. Et j'ai toujours eu cette appétence pour la data, j'ai toujours aimé ça, et c'est pour ça qu'en plus du master que j'ai fait en marketing, j'ai voulu avoir une certaine expertise sur la data, et donc du coup je me suis lancé dans un second master de data. Parfait. Émile, du coup, vous avez été international, comme la génération suivante. Et actuellement, vous êtes responsable de la formation du Stade Toulousain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'évolution que vous avez vue jusqu'à ce que vous appliquez maintenant au stade en termes de technologie utilisée et de data? Ça va remonter à un temps que vous n'avez pas connu forcément, où on jouait avec un ballon en cuir encore. Non, mais c'est sûr qu'il y avait le côté maquignon, donc cette data, elle était intégrée dans les entraîneurs, c'est-à-dire que visuellement, la connaissance du jeu leur permettait de voir comment s'entraîner, de voir si c'était suffisant.
On n'avait pas des outils de mesure, comme c'est le cas. Là, aujourd'hui, tout est analysé. On a vraiment des données factuelles sur ce qu'on a produit réellement, qui permet d'avoir du détail. Et le détail, c'est la précision, c'est ce qui permet d'optimiser finalement la performance. Donc, et forcément, on a associé aussi d'accompagnement humain, c'est-à-dire des personnes qui sont en capacité de lire, de rendre compte de ces outils-là. Donc, on est passé en quelques années... moi j'ai fini en 2005, mais à 2 entraîneurs, grossièrement 2 entraîneurs, un des avants, les joueurs de la production, un des 3/4, les joueurs les commerciaux, qui se coiffent et qui marquent les essais. Forcément un docteur, on a toujours eu un docteur, mais avec une éponge magique qui soignait la commotion, le bras cassé, les dents à l'envers, le nez, voilà, avec des outils aujourd'hui qui ont rien à voir. Mais je pense que c'était important parce que c'était aussi la sécurité des joueurs qui était en jeu. Il y a aussi une médiatisation. Le rugby est passé pro depuis 2095. Il avait une volonté aussi, voilà, de s'améliorer dans beaucoup de secteurs, et ça en faisait partie. Il fallait que ça soit quelque chose de médiatique, mais de montrable, je dirais, et forcément de quantifiable en termes de sécurité, je le répète. Mais donc ces outils, ouais, ils nous aident au quotidien sur la performance. Ce qui est bien, c'est que voilà, les générations, et encore plus les jeunes, aujourd'hui, ils grandissent avec. Donc pour eux, c'est devenu familier, c'est devenu incontournable, même parce qu'on en rigole, comme on leur explique comment on s'entraînait. Et ça marchait malgré tout. Hein. Mais parce que s'ils n'ont pas leur suivi de performance régulière, ben, forcément, c'est des repères qui leur manquent. Donc il faut aussi les abreuver. À nous, après, en tant que coach, de trier pour savoir, parce qu'on peut donner des je ne vais pas dire le bottin téléphonique, vous ne savez pas ce que c'est, mais des annuaires entiers de data, ça ne sert à rien. Il faut avoir le temps aussi de l'analyser, d'en faire quelque chose. Donc oui, pour ces outils, quels qu'ils soient, technologiques, qui sont merveilleux, qui nous permettent franchement d'être bien plus performants. Après, moi, je considère que ça reste un outil, voilà, somme toute très intéressant, primordial, incontournable aujourd'hui, mais un outil parmi les autres, voilà, qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Xavier, est-ce que vous pouvez peut-être rebondir ou expliquer ce que vous faites, vous, au Théo ? Sur la partie data, alors, juste pour situer, donc, le Théo 13 est un club professionnel. Il faut savoir qu'en France, le rugby à 13 est un sport amateur. Le Théo 13 évolue dans le championnat anglais. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Pourquoi aller dans le championnat anglais? C'est justement pour permettre au club de se structurer, de se professionnaliser et d'élever le niveau de jeu. Il y a 2 clubs en France qui sont professionnels, les Dragons catalans et donc le Théo 13. La partie data, c'est aussi quelque chose qui est primordial chez nous et ce qui nous différencie par rapport aux autres clubs français, ça va être justement tout le staff et les outils qu'on va avoir à disposition pour... on parlait des GPS, des protège-dents, enfin voilà, tout ce qui permet de mesurer l'intensité des entraînements, l'intensité des matchs. On a, nous, aujourd'hui, un staff composé de 8 personnes. Et là où la data, elle était encore utilisée, les données étaient encore utilisées de façon, on va dire, assez artisanale, aujourd'hui, on arrive à s'équiper avec justement des outils. On en parlait sur la conférence d'avant de la Sportec. On a tout un tas d'opérateurs qui proposent des choses pour permettre au club d'accompagner les joueurs pour monter en performance. Et aujourd'hui, c'est vrai que même les joueurs, ça a été dit auparavant, hein, même aujourd'hui, les joueurs sont demandeurs de suivi, de savoir voilà, qu'est-ce que ça donne, sur les axes de progression, que ce soit en match, mais également sur les entraînements. Et encore une fois, c'est typiquement le genre d'outils qui apporte une vraie valeur ajoutée entre... j'ai envie de dire, un sport ou un club entre le côté amateurisme et le côté professionnel. Là, on rentre vraiment sur... ça permet vraiment de monter en puissance sur la partie professionnalisme. Alors moi, je m'occupe de la partie principalement du développement commercial. Je ne serai pas le mieux outillé pour détailler l'ensemble des domaines plus techniques, mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est un outil incontournable. Et
au-delà de l'aspect strictement sportif, les data, l'analyse de données, commercialement parlant, c'est aussi très important. Hein. On le voit, le sport, c'est un secteur d'activité à part entière. Les clubs sont des entreprises. Et aujourd'hui, ben, c'est vraiment important pour le club de pouvoir de disposer de tout un tas de données pour coller au plus près de ses supporters, de ses consommateurs, de ses clients. Avant, on pouvait se définir comme étant client d'un club quand on achetait sa place de match ou son maillot. Aujourd'hui, en fait, on est client, on est consommateur quand on crée de l'audience, quand vous allez visionner sur Internet, quand vous visionnez du contenu, ça crée de l'audience et tout ça, ça permet de valoriser en fait tout ce qu'il y a autour de l'écosystème, on va dire, d'un club ou d'un sport professionnel. Parfait. Christophe, vous avez basé toute la stratégie de Vogo sur des technologies qui permettent et qui sont connues pour toutes les technologies d'arbitrage, mais vous avez aussi lancé un système de prévention et de gestion des commotions cérébrales. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que c'est un système qui est très important pour les athlètes et dont on ne parle pas forcément souvent. Oui, alors enfin, nous on répond à un besoin. Je vous disais, nous on fait du replay vidéo et des communications audio. On a identifié, pour les datas qu'on procure, trois segments qui nous intéressent. La performance des sportifs, je ne vais pas en parler parce que revoir le geste, que l'entraîneur remontre un geste à son sportif, je ne parle pas que pour le rugby, c'est valable pour beaucoup de disciplines sportives. Revoir le geste, améliorer son geste, on cultive beaucoup de data. Voilà, ça, je ne vais pas en reparler. Le deuxième, c'est l'arbitrage. Peut-être on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on équipe notamment le championnat de rugby français, Top 14 Pro D2 et les matchs de l'équipe nationale d'un dispositif de replay vidéo qui permet aux médecins, vous le voyez en haut à droite de l'écran, qui permet aux médecins qui sont en bord de terrain d'avoir tous les angles de vue temps réel des caméras et de faire un replay instantané de chaque action. Et s'il y a effectivement un choc, s'il y a suspicion de commotion cérébrale, vous avez certainement entendu parler du protocole commotion. Donc le médecin a autorité de sortir un joueur 12 minutes en rugby. Alors c'est 3 minutes dans d'autres sports, c'est 10 minutes dans d'autres. C'est quelque chose qui se met en place. Et voilà, on va avérer ou pas certainement la commotion pendant ce protocole. Donc nous, on a de ces systèmes de replay vidéo instantané, on cultive beaucoup de data et on a notamment un projet de data issu de la vidéo. Alors, on ne fait pas de GPS, nous on ne fait pas de protège-dents connectés, on est plutôt corrélé avec ces informations, mais on tire beaucoup de data de ces dispositifs vidéo et on a depuis maintenant 2 ans, d'ailleurs beaucoup en liaison avec la World Rugby, puis la Fédération Française de Rugby, la Ligue Nationale de Rugby, on s'est dit, mais des médecins en bord de terrain, il y a que l'élite professionnelle qui a un médecin en bord de terrain. Comment de ces datas qu'on apprend de l'élite, comment de ces datas qu'on peut cultiver avec un dispositif de caméra en place, on peut assurer la sécurité des joueurs amateurs ou des jeunes pratiquants. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une petite vidéo d'un produit qui est en expérimentation à l'heure actuelle, si on peut le faire. Voilà, c'est une petite vidéo d'une intelligence artificielle qui ne fonctionne que par la data. Vous allez voir, elle marche 2 secondes après le temps réel, c'est-à-dire qu'à l'action, elle agit 2 secondes après et elle fait ce qu'on appelle du spotting. Dans notre jargon, voilà, vous voyez ça, c'est une action de rugby par exemple. Et bien là, automatiquement, 2 secondes après, elle la décortique, elle reconnaît s'il y a un tacle, s'il y a une passe, elle reconnaît le joueur. Et là, elle reconnaît un choc à la tête, automatiquement. Et elle va venir mettre un marqueur, vous voyez, dans la barre en dessous. Et ce marqueur, alors on va le retrouver en sport élite sur les tablettes des médecins, comme ça ils vont pouvoir revoir l'action auprès du marqueur. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a commotion, hein, mais ça veut dire qu'il y a eu une alerte. Et elle va fonctionner de manière automatique. Elle fonctionne déjà de manière automatique chez des jeunes pratiquants, dans des clubs de jeunes ou des clubs d'amateurs, pour effectivement alerter le week-end pendant les jours de match. Et imaginer que là, s'il y a une alerte, le coach ou l'entraîneur mette le joueur en sécurité. Le diagnostic est toujours fait par un médecin, c'est-à-dire même dans le sport élite avec l'utilisation de nos systèmes, ou dans le sport amateur, ça sera le médecin qui verra le jeune ou le joueur amateur le lundi. Voilà. Mais
c'est un dispositif de sécurité à base de data qu'on est en train de mettre au point et de déployer. Alors qu'il existe le rugby professionnel, enfin pas que, football américain, le handball. Là, on vient de mettre en place un dispositif pour les courses hippiques. Vous voyez, même les jockeys sont soumis au protocole commotion cérébrale. Donc voilà, c'est des dispositifs de replay vidéo qui sont en place un peu au même titre que l'arbitrage, mais on en reparlera. Parfait. Désolée. Est-ce que, selon vous, en fait, quelle est la data qui est primordiale, qu'il faut prendre en compte? Actuellement, on est dans le secteur du sport. On parle énormément de data. Il y a énormément de data qui concernent énormément de choses. Vous et vos organisations respectives, comment vous arrivez à discerner celles dont vous avez besoin, conserver celles dont vous savez que vous pourrez les traiter ou en avoir besoin plus tard quand la technologie sera plus avancée? Est-ce que tout ce qui est IA, etc. importe? Ça, sincèrement, je crois que c'est propre à chaque identité, c'est à chaque structure, chaque institution. Le Stade Toulousain ne joue pas comme Montpellier, comme pas à Toulon, et chacun, par son histoire, va identifier des choses qui lui permettent de dire notre jeu, nous, il est basé sur cette forme-là. Donc nous, je dis n'importe quoi à Toulouse, on peut-être s'attacher n'importe quoi, un exemple, à la vitesse, au temps passé au sol, et à la remise sur pied, et voilà, où une équipe puissante va chercher, elle, à combien de temps on va pouvoir déplacer des joueurs lourds, comment casser des murs. C'est ce qui fait que finalement, on ne pourra pas, mais à la limite comme n'importe quelle identité de club, c'est-à-dire on ne pourra pas copier le modèle, se dire voilà, il y a un schéma de data qu'il faut prendre, qu'il faut suivre. Encore une fois, c'est lié aussi aux inspirations du coach, du manager. La data, pour moi, c'est l'outil qui affirme ou qui infirme, je dirais. Tout à l'heure, je parlais du côté maquignon de l'entraîneur qui a une idée, qui a une intuition sur tiens, comment on aime jouer. On a une façon de jouer particulière à Toulouse, mais la data, elle doit simplement montrer que finalement on suit cette ligne conductrice avec le modernisme ambiant, mais c'est lié à ce qu'on veut voir dans le jeu. Donc on va s'attacher à des points particuliers dans la data, et je répète, sur l'ensemble des données qu'on va avoir, on va retenir certaines qui nous semblent prioritaires pour nous, mais c'est encore une fois très libre et personnalisable. Alors, moi je parle pas en tant que technicien, j'ai moins de légitimité, mais je pense que le propre de la data, c'est aussi d'être hyper segmenté, hyper personnalisable. On sait que dans les sports collectifs, il y a forcément des enjeux qui sont différents d'un poste à l'autre. On a la possibilité d'aller très très loin dans l'analyse de ces données-là. Il n'y a pas de débat sur l'utilité que ça représente. Maintenant, je sais qu'il y a eu plusieurs alertes. Moi, en tant que passionné, je sais qu'il faut aussi être vigilant sur ne pas rester enfermé justement dans des analyses et des critères trop recentrés sur des datas qui peuvent après restreindre l'expression, la créativité dans le jeu. Et donc, je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver. Et moi, il y a un terme qui a été dit. En fait, c'est un outil. C'est un outil. Voilà, quand Internet est apparu, on a dit qu'est-ce que ça va devenir. Tout dépend de l'utilisation qu'on va pouvoir en faire. Et en effet, aujourd'hui, on entend parler de clubs qui font des recrutements exclusivement sur la data. Forcément, ça peut donner des réussites. C'est pas une science exacte. Pour moi, c'est un outil d'aide à la décision qui est primordial. C'est encore une fois, les clubs sont de plus en plus structurés. Les enjeux commerciaux sont de plus en plus importants, économiquement parlant. Et il faut arriver, à mon sens, à trouver le bon équilibre entre ces différents paramètres. Christophe, du coup Je peux paraphraser ce qui a été dit, pour lequel je suis complètement d'accord. De la data, il y en a beaucoup, et il va y en avoir encore plus. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à tirer, je peux parler de la vidéo et de l'audio que nous on pratique, on tire déjà beaucoup de data et on va en tirer encore beaucoup d'autres. Donc c'est plutôt de l'interprétation et de la mise à disposition de cette data que de la data elle-même.
on est très rugby aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on a travaillé sur la préparation olympique de l'équipe de France de natation. Les datas qu'ils nous demandent, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous demande dans le monde du rugby ou dans le monde du football. Ils nous demandaient les angles entre les bras, la vitesse de rotation au moment où on tourne, la trajectoire du nageur à l'intérieur de l'eau, son plongeon. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut nous demander dans le rugby. Et tout ça, finalement, on arrive aujourd'hui à l'identifier. C'est plus de l'interprétation et de l'évolution. Donc nous, en tant que fournisseurs de data, puisque c'est un peu comme ça qu'au final on se définit, on se met au service de nos utilisateurs. Parfait. Et est-ce que vous pouvez nous parler des systèmes d'arbitrage que vous développez, du coup ? Oui, alors, oui, parce que aujourd'hui, le système d'arbitrage vidéo, on en parle beaucoup dans le football, dans le rugby, c'est la VAR, c'est le TMO dans le rugby, il s'appelle Video Replay dans le handball, il arrive partout. Alors je pourrais vous parler de ce qu'on fait déjà en intelligence artificielle dans le domaine de l'arbitrage. Vous savez, dans le football, il y a un organisme, qui est la Fédération internationale de football, qui valide les systèmes. Si vous voulez proposer un système VAR aujourd'hui dans le monde du football, vous devez être agréé par la FIFA. Voilà, sachez qu'il y a 10 entreprises dans le monde qui sont agréées par la FIFA, et ils agréent sur 3 sujets. Un, c'est le vidéo replay, un utilisateur un arbitre vidéo qui va juger, qui est capable de juger rapidement sur des images. Ce que j'appelle le VAR Light. Alors vous voyez, pour ceux qui s'intéressent au handball, c'est l'arbitre qui vient en bord de terrain et qui vient lui-même faire son replay et regarder son sujet. La troisième, c'est une règle qui est typique au football, c'est le hors-jeu. Le hors-jeu, il est aujourd'hui réalisé par un dispositif d'intelligence artificielle. Complètement. C'est-à-dire ce qu'on appelle la VOL, la Virtual Offline. Aujourd'hui, déjà, tous les systèmes agréés utilisent l'IA, donc par un moyen de multiplication de caméras virtuelles au bord du terrain, grâce aux angles qu'on leur donne, qui permet effectivement d'identifier il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Vous voyez certainement des fois le résultat à la télé où on voit une ligne et une main qui dépasse ou un pied qui dépasse, etc. Voilà. Ça, c'est généré par de l'intelligence artificielle. Alors nous, on a une particularité par rapport à ça, c'est qu'en plus, on fait les communications audio. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, sur les systèmes d'arbitrage qu'on pratique, c'est que parfois l'intelligence artificielle, elle n'est pas forcément là où on l'attend. Elle peut être dans l'audio, et je vais vous montrer ce que nous, on a intégré en termes d'intelligence artificielle dans une... Attendez, si on peut juste patienter. Voilà. On a intégré de l'IA qui détermine automatiquement l'ambiance sonore dans laquelle se situe l'arbitre ou les coachs. On a beaucoup de coachs qui maintenant commencent à acheter nos dispositifs, vous allez voir pourquoi. Pendant le match, parce qu'il y a un brouhaha terrible, ils n'arrivent pas à communiquer entre eux, et on utilise une IA qu'on met dans un petit boîtier. Les arbitres portent ça souvent à leur ceinture, dans des petits boîtiers qui permettent de s'auto-réguler dans l'environnement sonore dans lequel elles se trouvent. Et vous verrez que ça apporte un confort d'arbitrage, un confort de communication. Alors, il faut de l'audio, je suis désolé si on peut le mettre. Vous verrez, c'est sans dispositif, comme un talkie-walkie, mais avec notre dispositif également, qu'on a breveté. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est les systèmes qui existent aujourd'hui. Et ça, c'est avec la data locale capturée. Voilà. Ça, c'est un confort d'arbitrage qu'on apporte aujourd'hui. Alors, ça s'extrapole à tout le staff, aux médecins aussi qui l'utilisent beaucoup, pendant les événements sportifs où c'est toujours difficile de communiquer. Parfait. Donc la transition est toute trouvée sur le... Ah, pardon. Les supporters aussi, il faut donner à tous les supporters. Ouais. Ils pourront se parler côte à côte, tranquille. Voilà, donc le thème suivant qu'on va aborder ensemble, c'est toute la tech et la data autour des matchs. Donc voilà, parfaite transition. Est-ce que, vous, Émile Ntamak, est-ce que vous pouvez expliquer comment, au sein du stade, vous utilisez toute la technologie, pas juste, mais autour des matchs, pendant les matchs, après les matchs, pour communiquer avec les supporters, par exemple? Pas dévoiler tous les secrets, mais bon, quelques-uns. Autour des matchs, c'est-à-dire le jour de match, comme on parle avec les supporters. Ouais. De façon assez simple, on est sur un speaker. Aujourd'hui, maintenant, il y a des mascottes aussi qui sont équipés micro, qui vont mettre de l'ambiance, parce qu'on l'a dit, maintenant, c'est un spectacle sportif, donc c'est pas le temps du match. Il y a l'avant, il y a le pendant, mais il y a aussi l'après. Donc, c'est faire vivre toute cette communauté avec des animations diverses, des présentations aussi de partenaires, des activités diverses. Donc, c'est de communiquer tout ça au public qui est venu nombreux.
avec des stands, ça peut être aussi pourtour du stade. Donc c'est une vraie vie, ouais, c'est une petite ville qui se met en place. Et forcément, ben, alors il y a la signalétique pour ça, simple, où on peut à la limite détecter en amont, c'est-à-dire en amont, les gens vont sur le programme, sur les sites, voir un peu ce qui peut se passer, quel terme d'animation il y aura, la musique, je sais pas, ambiance, repas, gastronomie, voilà, des choses un peu nouvelles. Et après s'orienter. Et forcément, après, il y a toute l'ambiance sonore aussi qui va reprendre ces différentes ambiances, avec des bandas, après avec d'autres thématiques de musique. Donc c'est pratiquement 4 heures de vie dans le stade lors d'un match qu'il faut savoir animer avec toutes ces nouveautés et faire en sorte que cette population nombreuse se perde pas, voilà, parce que après il y a un enjeu encore une fois économique. S'ils se perdent à tourner n'importe où, ils vont moins consommer, ils vont plus perdre du temps. Et l'idée c'est que voilà, quand un spectateur, mais qui est aussi un client finalement, qui peut s'arrêter à la boutique, qui peut consommer à manger, d'autres choses, et voilà, c'est comment lui donner pour ce qu'il est venu chercher pendant 4 heures. Parfait. Yvan, vous êtes en train de vous reconvertir en tant que business analyst, data analyst. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux pour les organisations sportives de votre rôle ? Oui, alors lors de mon premier master en marketing, c'est vrai que j'ai fait différents stages au sein des directions marketing des différents clubs que j'ai fait, et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment énormément de données, avec surtout en jour de match. Donc tout ce qui est boissons, nourriture, billets, boutiques, réseaux sociaux ou autres, il y avait vraiment beaucoup de données à centraliser. Et j'ai remarqué que la plupart des clubs au rugby manquaient de moyens humains, financiers, de compétences. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que moi je me suis tourné sur la data pour essayer de mieux comprendre le fan, améliorer l'expérience du fan. Et voilà, là je termine mon diplôme sur ça, et voilà, j'ai vraiment envie de rentrer dans ce domaine-là. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de questions et de problématiques à régler pour augmenter le revenu en jour de match et faire en sorte que les stades soient le plus complets à chaque fois. Parfait, merci. Quand on a préparé cette table ronde, en fait, avec Xavier, on a discuté aussi du rôle de la data dans tout ce qui était KPIs pour accéder à certains championnats. C'est quelque chose qui n'est pas dans tous les sports, mais en l'occurrence dans le championnat dans lequel le TO13 évolue, c'est le cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, alors je vais essayer d'être assez bref, assez concis, parce que c'est une particularité anglo-saxonne. Il faut savoir que donc nous, j'en profite pour donner un petit peu d'actualité. Dimanche, nous jouons une demi-finale de notre championnat contre Bradford, et le fait est que donc nous sommes en championship, qui est l'équivalent de la deuxième division anglaise, et nous ambitionnons d'accéder à la Super League. Il faut savoir qu'en fait, au rugby à 13, on peut gagner la finale et pas forcément monter. Il y a différents critères en fait. Chaque équipe est notée sur 20 avec différents coefficients. Et en fonction c'est de la note finale que nous avons qui fait que on accède ou pas. Alors dans les autres critères que le sportif, il y a toute la partie dans son ensemble communication, réseaux sociaux, nombre de vues, followers, etc. On va avoir toute la partie budget, on va avoir toute une partie aussi infrastructure. Alors en soi, ça peut être vertueux dans le sens où ça force, ça doit encourager les clubs justement à se structurer, à faire du travail sur tout l'extra sportif. Maintenant, ce que j'ai trouvé moi particulier quand j'ai découvert ce mode de fonctionnement, c'est que le critère sportif, sur la note on a une note sur 20, le critère sportif vaut 5 points. C'est-à-dire qu'il reste 15 points sur tout le reste. Alors après, il y a quand même assez souvent une corrélation entre les performances sportives et le reste, mais c'est vrai que ça fait partie des particularités. Et moi, quand on m'a présenté un petit peu le championnat anglais, on me l'a un petit peu présenté comme étant entre
une fausse ligue fermée, même s'il y a quand même voilà, des renouveaux d'une saison à l'autre. Et la particularité pour la saison prochaine, c'est que la Super League va passer de 12 à 14 clubs, ce qui agrandit les chances du TO13 de pouvoir accéder à la Super League. Mais c'est vrai que c'est... en tant que sportif, on m'aurait expliqué... j'ai fait le boulot sur le terrain pour gagner la finale et pour gagner l'accession, et c'est parce qu'il a manqué sur le taux de remplissage ou sur la taille de l'écran géant qu'on a dans le stade. Ce genre de point-là, ça nous pénalise. C'est vrai que c'est quand même particulier. Voilà. C'est un modèle anglo-saxon. Et par nature, les anglo-saxons n'ont pas forcément vocation à nous faire de cadeaux. La saison dernière, on a perdu en finale d'accession. Il s'avère que même si on avait gagné la finale, il nous manquait quelques points pour accéder à la Super League. A priori, cette saison, c'est pas fini, mais on est sur la bonne voie. Et comme on dit souvent, on mouille le maillot sur le terrain, mais aussi dans les bureaux, on a aussi notre rôle à tenir pour avancer avec le club. Juste, Kélian, vous avez joué à la Nouvelle-Orléans, effectivement, le système anglo-saxon / américain. Vous l'avez vu de l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences que vous avez vues, vous, en tant que joueur ? Oui, alors, le rugby est en développement là-bas. Ils ont beaucoup à faire encore, mais c'est vrai qu'en tout cas aux USA, la façon de vivre le spectacle sportif est vraiment totalement différent. Les gens, Émile parlait du spectacle, mais ils viennent presque... c'est un moment de vie où ils viennent pour la communauté, pour rencontrer des gens, ils vivent ça, et presque le rugby est un sport dynamique pour eux. C'est-à-dire qu'il est trop rapide, les séquences s'enchaînent trop vite. Il n'y a pas assez de publicité, il n'y a pas assez... Donc on est vraiment sur un positionnement, sur le secteur commercial, tu aurais pu y aller, Xavier. Ils ont les pleins pouvoirs, donc, mais même à la télé, ils réfléchissent aux moyens de mettre en avant les partenaires. Donc ils ont vraiment une façon de vivre le sport qui est complètement différente. Il faut voir le baseball. Le baseball, c'est l'exemple même. Pour nous, c'est un ennui terrible, mais ils sont fans de ce sport parce qu'ils y passent des heures, et puis il va se passer une action de temps en temps, mais ils viennent vivre tout ce qui est autour, la restauration, comme je vous dis, les rencontres. Et c'est vrai qu'ils sont quand même sur le sport, ils apprécient ce sport, ce sport le rugby en tout cas, sur le contact et sur l'effet un peu plus dynamique, parce que malgré tout, ça reste quand même plus plaisant en tant que spectateur, si on est fan vraiment du sport en lui-même. Et du coup, en fait, là, on va aborder le thème de l'entrepreneuriat et du sport. C'est vrai que dans le sport, il y a une extrêmement grande proportion d'anciens joueurs qui se sont reconvertis ensuite comme entrepreneurs. Du coup, Kélian, en fait, vous avez monté votre société dans le cyclotourisme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, en fait, c'est la data en parlant de sport de haut niveau et un petit peu à l'image de la F1 qui vont appliquer après des procédés dans les voitures du quotidien. C'est un peu pareil sur le sport loisir. Et en fait, toute cette data qui est utilisée, elle s'est déportée aussi sur le sport loisir, et notamment dans le vélo. Il y a une pratique aujourd'hui, il y a le calcul des performances sur nos sorties, sur tous ces procédés-là, sur les tracés, on peut tracer ces parcours. Et nous, on s'est positionné sur le secteur du tourisme, sur notamment venir équiper des territoires pour mieux accueillir cette clientèle, et pour rendre des établissements plus attractifs et dans des zones qui vont être très propices à la pratique, notamment donc, du cyclisme. Et nous, ça nous permet, à travers les équipements, d'aller chercher de la data un peu plus, pas macro, mais un peu plus micro sur les flux de passage, sur les types de pratiques, sur les comportements aussi. Donc ça rentre en compte, du coup, on applique aussi à ce niveau-là, du moins on essaye, on se lance, et ça vous permet la data, on va s'en servir bien sûr pour apporter de la donnée à nos clients sur en tout cas cette clientèle-là et les rendre plus attractifs. Ouais. Parfait. Vous, Christophe, en fait, Vogo, c'est une société qui a déjà plusieurs années. Est-ce que vous avez vu des évolutions secteur dans
dans tout ce qui est tendance actuelle dans l'utilisation de la data ou de la tech? Alors, des évolutions, il y en a tout le temps. Donc, je crois que Claire parlait tout à l'heure de l'origine de la Sportec en France, c'est 2019. C'est quand même un domaine qui est très anglo-saxon et on courait un peu derrière, on rattrape bien, mais l'insertion de la technologie dans le sport, c'est quelque chose qui... On parle beaucoup des biotech, des medtech, mais les sporttech, je crois que ça fait 10 ans qu'on en parle à un échelon vraiment avec des critères économiques, quoi. Voilà, donc ça c'est un fait. Donc de l'évolution, je l'ai vu en permanence. Avec aujourd'hui, là aussi, je crois qu'on arrive à quantifier le retour sur investissement de ces technologies, donc que ce soit dans l'engagement des fans, que ce soit dans la sécurité des sportifs, que ce soit dans l'évolution des règles de jeu, l'assistance à la décision pour les règles du jeu. Donc je crois que tout ça se mesure avec des vrais ROI. Donc on arrive dans alors pas une maturité, parce que là aussi on en parlait, l'IA est en train un peu d'apporter encore une nouvelle histoire, mais on arrive à un niveau de maturité qui est déjà très important. Et je rajouterais aussi que moi j'ai vu une évolution, alors, comme Kéliane, des sportifs qui, après leur carrière, imaginent de créer des entreprises ou intègrent. J'ai vu aussi un rapprochement entre le monde de la technologie et le sport, mais le monde de la technologie et les sportifs eux-mêmes. C'est-à-dire que nous, franchement, quand on a créé Vogo, on n'intéressait personne. Moi, j'ai créé Vogo par passion pour le sport, mais surtout parce que je savais faire du replay vidéo et des communications audio. Je n'ai pas créé parce que j'étais sportif. Mais par contre, au fil du temps, on a vu des sportifs, acteurs, enfin encore en activité ou en après-carrière, s'intéresser à nos sujets. Donc on a vraiment, là aussi, noué des partenariats avec des sportifs. Donc je pense que voilà, ce qui se regardait peu il y a encore 10 ans en Europe et qui se regardait déjà peut-être aux États-Unis, se regarde de plus en plus aujourd'hui. Parfait, merci. Pour tous, est-ce que vous avez des exemples de technologies ou d'entreprises que vous avez vues à l'étranger ou dans d'autres sports ou dans d'autres secteurs que le sport, pour lesquels vous vous dites, voilà, là, ces organisations apportent une solution à un problème que nous, on pourrait avoir? Est-ce que vous avez des exemples des choses qui se font dans d'autres pays? Alors, au niveau du sponsoring, nous, un des enjeux importants qu'on a au niveau du sponsoring, ça va être le retour sur investissement. Et quand une marque elle est diffusée sur un maillot, sur un panneau autour du stade ou autre, le sponsor sait combien ça lui coûte et il peut avoir des difficultés pour évaluer justement l'impact que ça, même s'il peut y avoir certains critères. Je sais que aux États-Unis, selon les zones géographiques où les matchs sont diffusés, la publicité en fait peut être différente de si on regarde le match à Chicago, à Boston ou à Los Angeles. Il y a en fait vraiment la possibilité, encore une fois, c'est le propre du digital, mais c'est de segmenter et de pouvoir apporter une meilleure visibilité sur les retours sur investissement. Il y a tout ce qui, ça existe déjà encore un petit peu ici, mais tout ce qui est les cartes communautaires et faire en sorte de transformer les supporters en véritables clients. Voilà, tout ça sont des choses qui existent, moi que j'ai pu constater ailleurs et sur lesquelles on a encore des choses à développer ici. Il y a aussi moi je l'ai vu sur le captage des données sur les séances physiques. On ne va pas citer les noms de sociétés là, mais sur le médical, sur du matériel qui vient capter un petit peu plus la donnée pour venir individualiser un peu selon les profils et selon pour la rééducation aussi. Enfin, dans le secteur médical, pas mal. Il y a eu beaucoup d'avancées, notamment d'apports comme ça technologiques. Et ça permet de venir aider pour la performance. Et donc ça, c'est vrai que comme le dit Christophe, c'est en constante évolution. Et on le voit, et ça va continuer encore. Je pense qu'on n'est qu'au début de cet intérêt de la tech dans le sport pour venir améliorer la performance. Et je ne parle pas de dopage, parce que ça a été... mais c'est vraiment la technologie qui peut venir aider l'amélioration. Émile, du coup, comment vous voyez la technologie du futur appliquée au sport?
Avec beaucoup de curiosité, parce que moi je l'ai vu évoluer. Après, ce qu'on a dit, c'est finalement que le rugby, alors je parle du rugby, mais comme d'autres secteurs de l'activité sportive, on évolue par rapport à notre économie, par rapport à notre positionnement. La Formule 1, forcément, elle a la capacité, avec les moyens qu'elle a, de s'acquérir rapidement des technologies de pointe. Mais ces réflexions-là de la data, nous, on a commencé à avoir autour des années 2000. On allait voir justement les sports US, comment ils étaient organisés. Ils avaient déjà ces caméras numériques, digitales, 8 personnes, enfin des moyens qu'on n'avait pas. Sauf qu'on n'avait pas l'économie pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, je le répète, il y avait deux coachs, un entraîneur, même pas un préparateur physique, ça a commencé. Aujourd'hui, on a un coach et un staff, c'est 30 personnes, avec 6 personnes à la vidéo, un staff médical de 8, des spécialistes dans chaque domaine. C'est parce qu'on a géré depuis l'économie pour pouvoir acquérir ces compétences. Et c'est pareil dans la technologie. Donc on continuera à être curieux, à aller voir ce qui se fait dans d'autres secteurs, d'entreprise aussi. Se dire, est-ce que ça, on peut le ramener finalement dans notre sport? Est-ce que ça peut nous apporter un plus? On parle de l'IA. On nous dit, alors l'IA, dans le rugby, vous faites quoi, vous? Je ne sais pas ce qu'on fait. On va voir comment ils font certains, comment ils l'utilisent, et puis on verra peut-être comment on peut l'utiliser aussi. Mais encore une fois, à quel coût ça? Est-ce qu'on peut l'intégrer maintenant, demain, après-demain? Est-ce qu'elle a la capacité finalement d'aller plus vite dans l'analyse de l'adversaire, de nos matchs, d'en gagner un petit peu de temps? Parce que finalement, l'enjeu, c'est juste la performance. Si ça peut, l'outil, il peut nous améliorer, être un peu mieux, on ne va pas s'en priver, à condition de pouvoir l'acquérir. Donc, il y a eu, franchement, ces 30 années-là, il y a eu un gap énorme. Et c'est vrai qu'on se dit, mais là, est-ce qu'on n'est pas au sommet? Mais cette réflexion, on l'avait à notre époque, on était déjà au sommet. Enfin, on croyait. Et puis finalement, il s'est passé plein de choses. Donc, il nous tarde de voir que tant qu'ils ne jouent pas notre place, les petits bonhommes en IA, là, ça devrait aller. Mais bref, peut-être qu'ils joueront notre place un jour. Comme disent les Anglais, sky is the limit. Ok, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Il y a une chose, juste, on est très rugby. En plus, je suis un peu seul, il n'y a que les 3/4 presque. Mais ce qui est sûr qui ne changera pas, c'est qu'en plus, on est à Toulouse, on a un public averti. Donc, dans le rugby, retenez que les avants, ils font du rugby, les 3/4, ils jouent au rugby. Voilà, c'est une notion à prendre en compte. Quand vous avez compris ça, vous avez compris le rugby. Voilà. La production et les commerciaux. Bonjour, Sébastien Ricciardi, Alten Sport Science à Toulouse. J'avais une question pour le TO13 et pour le Stade Toulousain. Si vous aviez un budget infini et les compétences qui vont bien, quels sont finalement les chantiers qui vous intéresseraient et que aujourd'hui vous ne pouvez pas ou vous ne savez pas traiter? Quel est en fait le besoin que vous avez peut-être dans votre tête, mais aujourd'hui vous ne savez pas comment l'adresser? Je vais répondre pour le Théo en même temps, puisqu'on les héberge actuellement. Ils ne savent pas où dormir, alors vous entraînez. Donc, nous, c'est les structures. C'est-à-dire que ce qui était bien, et même si on parle d'un club qui est à la pointe, structurellement, on a grossi. Les bureaux, on a bien poussé les murs, mais l'hébergement pour les plus jeunes, pour de la détection, pour du recrutement, enfin, il y a plein de choses. Mais là, qui sont vraiment de la structure, même de l'organisation sportive. Il faudrait aujourd'hui un stade, si on doit avoir une idée, c'est délocaliser. Alors, garder le stade, pourquoi pas, un quartier qui a pris une... Après, il y a le problème d'affluence, d'amener tout ce monde dans un quartier des Sept-Deniers, jour de match, les bouchons que ça entraîne. Donc, il y a même problématique sur les déplacements, même si le métro est une des solutions. Mais nous, en termes de travail, de développement pour amener ces jeunes-là, il faudrait, on a 3 terrains, il en faudrait 7, 8. On fait des stages, aujourd'hui, on ne sait plus où les mettre. Les bureaux, c'était réservé à 15 personnes, on est 150. Il y a brasserie, restaurant, boutique, enfin, voilà, ça a grossi à l'intérieur. Et c'est plus possible. Donc structurellement, ouais, je pense que s'il y avait les moyens, le premier chantier, ce serait celui-là. Il est en cours. Mais il n'y a pas les moyens. Moi, je vais complètement dans le sens de ce que vient de dire Émile. C'est vrai que pour tout club sportif, les infrastructures, l'enjeu, c'est les infrastructures, pouvoir proposer des services et une offre complète en phase avec le potentiel que peut représenter l'entreprise. Alors nous, au Théo, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes problématiques que le Stade Toulousain. Nos matchs se jouent en effet à Ernest-Vallon. On aurait besoin d'avoir un stade plus à notre dimension. Il y a aussi des sujets de ce côté-là. Mais en effet, incontestablement, c'est investir dans les infrastructures, dans quelque chose qui est très très connu, bien évidemment, pour le Stade Toulousain,
qu'il est aussi pour le TO13, c'est toute la partie formation. On a un centre de formation qui alimente quand même aussi l'équipe pro. Et ce sont des socles qui créent après qui servent en fait à construire les réussites de demain. Mais je pense tout ce qui est infrastructure, chaque club, j'imagine. Montauban, je sais qu'il a fait des travaux à Sapiac pour agrandir. Enfin, je sais pas. Ouais, je rajoute même un peu plus, parce que moi je le vois aujourd'hui sur la mission qui est la mienne, ça dépasse le rugby. C'est-à-dire qu'on parlait d'infrastructure pour faire grandir nos jeunes dans le rugby. Aujourd'hui, on n'en est même plus là. Au Stade Toulousain, on est apporté au public extérieur, même qui n'est pas rugby, des choses. On travaille sur le sport santé aujourd'hui, donc voilà, des personnes seniors, des personnes en obésité, travailler sur les quartiers, travailler sur du multisport pour des jeunes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a aussi un rôle social à avoir dans le pourtour toulousain. On n'est plus qu'un seul club de rugby. On sait qu'on va travailler sur je parlais des quartiers tout à l'heure, une vocation à aider des jeunes en réinsertion. C'est pas l'émission du sport. Au début, on était simplement éducateur, entraîneur de rugby, et on faisait ça, passionné des gamins de rugby. Aujourd'hui, on est au-delà de ça. On remplit des missions, encore une fois, avec la région, avec la mairie, avec la fédération, avec même des missions nationales, et à l'étranger aussi. Donc c'est vrai que la diversité d'offres aujourd'hui, elle ne s'appuie pas simplement pour des personnes du rugby, mais comment capter toutes ces personnes, sachant qu'on a des compétences pour le faire. Qui mieux pour le sport santé que des personnes qui savent amener des garçons, des jeunes filles, des garçons au top niveau, peuvent s'occuper des personnes qui sont en souffrance, avec des problèmes articulaires, des problèmes de dos. On sait résoudre ça, on sait faire travailler ces personnes-là. Alors il y a les salles de sport, il y a des kinés, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, on se positionne aussi pour rendre cette mission-là. Voilà, une parmi tant d'autres. Une autre question ? Pardon, je voulais juste, monsieur, vous ne m'avez pas posé la question, mais pour une entreprise, c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire que nous aussi, et je pense, dans la Sportec, c'est un vrai sujet. J'en profite pour le dire parce que nous aussi, on aurait besoin de grandir, de pouvoir investir dans les gens, avoir ce rôle sociétal dont parlait Émile et qui est aussi fondamental dans le rôle de l'entreprise. Et on est encore dans une forte décorrélation avec les autres Sportec qui sont du monde anglo-saxon et qui, dans notre jargon, lèvent beaucoup plus d'argent que nous. Plus vite, donc c'est un vrai sujet. Voilà, c'est un vrai sujet qu'on partage avec les clubs. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Ah oui, derrière. Bonjour, Maëlle Pilopon, joueuse du Stade. J'ai une question pour Monsieur Carniel. Je veux savoir comment vous êtes arrivé à construire votre entreprise. Est-ce que c'était le corps arbitral qui avait besoin de solutions vidéo pour revoir les actions ? Parce que le sport, c'est avant tout c'est l'humain qui est au centre. Beaucoup de personnes râlent après le VAR, mais parce que l'action était belle, il n'aurait pas lu laisser, etc. Je veux savoir comment vous êtes en arrivé à proposer une solution pour le championnat du top 14 ? En fait, moi je viens du monde de la technologie, je ne viens pas du monde du sport. Le sport, c'est ma passion de spectateur, d'amateur. Donc, la vraie idée au départ, c'est le fait d'être dans des stades et finalement de ne pas avoir le confort que j'avais devant ma télévision de revoir une action. Donc je me suis dit, en 2012, puisque c'est la date à laquelle, avec mon cofondateur, on a créé l'entreprise, on s'est dit pourquoi on n'utiliserait pas nos téléphones portables pour revoir une action, un essai, un but. Voilà. Donc on a commencé à développer un prototype qui marchait sur téléphone portable, qui était connecté aux caméras du stade et qui permettait à quelqu'un dans le stade, avec tous les problèmes de connectivité dont on a parlé tout à l'heure, permettait de revoir sur son téléphone portable une action, avec un angle de vue différent si on choisissait sa caméra. Et puis il se trouve que la Fédération française de judo, vous voyez, donc, a dit moi ça m'intéresse votre truc, parce que nous on fait des combats dans lesquels il y a 5 combats simultanément, 5 tatamis à côté, et que les gens n'ont pas le don d'ubiquité. Donc on va leur permettre, via une caméra par chacun des dispositifs, mettre une caméra, et ils pourront revoir l'hippon qu'ils ont loupé si jamais ils sont dans l'intérieur du stade. Voilà. Et puis après, on a intéressé des médecins, on a intéressé des arbitres. Mais c'est d'abord avec cette idée, on a intéressé des coachs, c'est d'abord avec cette idée de pouvoir revoir à l'intérieur de l'événement sportif, alors qu'on pouvait le faire devant sa télévision. Une autre question, une dernière question ? Peut-être. Ça a l'air OK. Peut-être un dernier mot que vous voulez dire de votre côté ? Non, c'est bon, je pense. Tout est bon ? Ouais. Bon, écoutez, merci à vous tous, merci à vous. Messieurs. Merci. Merci à vous. Super. Merci à vous tous. Merci pour cette belle table ronde. C'était un honneur de tous vous recevoir. Je vous donne rendez-vous au Patio pour boire un coup tous ensemble, s'aérer les esprits après cette chaude intervention. Encore merci beaucoup.